Je ne t'épouserai pas, a dit en rigolant la femme PDG millionnaire. Mais après avoir réparé sa voiture, le modeste mécanicien a pris sa décision. Avant tout, si cette histoire te fait plaisir, où que tu sois, dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Et partage cette histoire avec un ami. À la fin, la pluie d'octobre martelait les fenêtres de Dubois Tech Industries, tandis que Claire Dubois ajustait son blazer Hermès et vérifiait sa Rolex en platine. À 32 ans, elle dirigeait un empire technologique valant 200 millions de dollars. Mais sa BMW immaculée l'avait lâché le pire jour possible. La réunion de fusion avec les investisseurs japonais était dans 3 heures. Morin's Auto Repair, pouvait-on lire sur l'enseigne usée au-dessus du modeste garage. Claire grimaça, ses talons italiens cliquetant sur le béton taché d'huile alors qu'elle poussait la porte vitrée. L'odeur de l'huile de moteur et du vieux café agressa ses sens. Julien Morin leva les yeux dessous le capot d'une Mustang vintage, ses mains burinées essuyant de la graisse sur un chiffon. À 35 ans, il avait la dignité tranquille d'un homme qui avait tout construit à partir de rien. Ses yeux bruns la regardèrent avec une douce curiosité, et non l'intimidation habituelle que sa présence inspirait. « Je peux vous aider, madame ?» Claire serra les mâchoires. « Ma voiture est tombée en panne à 2 pâtés de maison d'ici. Il faut la réparer immédiatement. J'ai le rendez-vous le plus important de ma vie dans 3 heures, et je ne peux absolument pas être en retard. » Julien s'essuya les mains et la suivit dehors. La BMW était immobile, son moteur cliquetant doucement sous la pluie. Il ouvrit le capot, ses yeux expérimentés diagnostiquant rapidement le problème. « L'alternateur est fichu, dit-il simplement. Il faudra au moins 4 heures pour trouver la pièce et l'installer correctement. » 4 heures ? La voix de Claire se brisa de désespoir. « Tu ne comprends pas. Cette fusion pourrait tout changer. Je te paierai 50 000 $ si tu peux la réparer en 2 heures. » Julien haussa légèrement les sourcils, mais son expression resta calme. « Madame, l'argent ne peut pas changer les lois de la mécanique ni le temps qu'il faut pour réparer une voiture. » Claire l'interrompit, son sac à main de créateur tremblant dans ses mains. « S'il te plaît, je t'en supplie. » Depuis l'arrière-boutique du garage, une petite voix se fit entendre. « Papa, c'est qui la jolie dame ?» Élise Morin, 6 ans, fit son apparition, ses nattes rebondissant alors qu'elle serrait un ours en peluche usé. Malgré ses vêtements simples, ses yeux verts brillants scintillaient d'une intelligence bien supérieure à son âge. Elle était compagne fidèle de Julien depuis son divorce, 3 ans auparavant, lorsque sa mère Sarah avait décidé que la vie dans une petite ville ne lui suffisait pas. « C'est Mademoiselle Dubois, ma chérie, » dit Julien doucement. « Elle a besoin de faire réparer sa voiture. » Élise observa Claire avec la franchise sans filtre que seuls les enfants possèdent. « Vous avez l'air triste, Mademoiselle Dubois. Papa répare toujours tout. C'est le meilleur papa et le meilleur mécanicien du monde entier. » Claire perdit légèrement son sang-froid face à l'innocence de l'enfant. Dans les yeux d'Élise, elle ne voyait aucune trace de l'ambition calculatrice qui l'entourait quotidiennement. Pendant un instant, la puissante PDG se sentit étrangement vulnérable. Julien s'agenouilla à côté de sa fille. « Élise, pourquoi tu ne rentres pas travailler ta lecture pendant que je parle à Mademoiselle Dubois ?» Alors qu'Élise s'éloignait en sautillant, Julien se retourna vers Claire. La pluie s'était intensifiée, créant un rideau d'intimité autour d'eux. « Je te propose un marché, » dit soudain Claire, sa voix à peine audible sous la pluie battante. « Si tu répares ma voiture en 2 heures, si tu réussis d'une manière ou d'une autre à réaliser l'impossible, je t'épouse. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi, désespéré et brut. Julien la fixa, se demandant si le stress avait finalement brisé la composure de la femme d'affaires qui se tenait devant lui. « Madame, je ne pense pas être sérieux. » Claire insista, les yeux brillants de larmes contenues. « Vous avez dit que l'argent ne pouvait pas changer les lois de la mécanique, mais peut-être qu'une promesse peut inspirer un miracle. Réparez ma voiture en 2 heures et je serai votre femme. Je vous donnerai tout ce que j'ai. » Julien sentit le poids de son désespoir, mais vit aussi autre chose. Une femme tellement habituée à acheter des solutions qu'elle avait oublié que certaines choses ne pouvaient pas s'acheter. Il regarda vers le garage où Élise était visible à travers la fenêtre, prononçant soigneusement les mots de son livre d'images. « D'accord, Mademoiselle Dubois, » dit-il doucement. « Si c'est ce qu'il faut pour vous aider, je vais essayer. Mais vous devez comprendre, les miracles ne viennent pas des promesses. Ils viennent du fait de ne jamais abandonner. Et bien, alors que Julien disparaissait sous le capot, Claire faisait les 100 pas dans le garage, le cœur battant à tout rompre. Elle venait de promettre de se marier avec un inconnu, mais en regardant cet homme doux travailler avec une telle détermination, cela ne lui semblait pas complètement fou. L'horloge murale tournait impitoyablement vers l'heure limite. Chaque seconde semblait durer une éternité. Dehors, la pluie continuait de tomber sans relâche, comme si le ciel lui-même testait leur détermination. 1h57 plus tard, Julien essuya ses mains noircies sur sa combinaison et tourna la clé.
Le moteur de la BMW rugit et démarra avec une perfection mécanique, son alternateur ronronnant avec une vigueur renouvelée. Claire était figée d'incrédulité, la bouche légèrement ouverte, regardant les voyants du tableau de bord s'allumer comme le matin de Noël. « Comment as-tu fait » commença-t-elle. Mais Julien était déjà en train de fermer le capot avec une satisfaction tranquille. « Parfois, il faut juste croire en ce qu'on fait », dit-il simplement, même si son expression épuisée trahissait l'effort herculéen que cela lui avait coûté. Il avait fait appel à ses relations, poussé son corps à ses limites et réalisé des prouesses mécaniques qui auraient impressionné des ingénieurs 2 fois plus âgés que lui. Élise sautait d'excitation à côté de son père. « Je t'avais dit que papa pouvait tout réparer. Il a réparé mon vélo quand il était complètement cassé. Et il a réparé le frigo quand il faisait des bruits effrayants. Et maintenant, il a réparé ta voiture de luxe. » Claire les regardait tous les deux, l'esprit en ébullition. Dans le monde de l'entreprise, les promesses étaient des contrats, des leviers et des outils stratégiques. Mais debout dans ce modeste garage, en regardant un homme qui venait de déplacer des montagnes pour un inconnu, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Un respect sincère. Puis la réalité lui revint en pleine figure. La fusion, son entreprise, tout son empire l'attendait à l'autre bout de la ville. Elle attrapa ses clés avec des doigts tremblants et se dirigea vers le siège conducteur. « Mademoiselle Dubois », appela Julien doucement. « À propos de ce que vous avez dit », Claire se retourna, son expression reprenant déjà son masque familier de maîtrise. La femme vulnérable qui avait fait une promesse désespérée était en train de disparaître, remplacée par la PDG calculatrice qui avait conquis les salles de réunion à travers tout le pays. « J'étais désespérée », dit-elle en essayant de rire, mais sa voix était cassée et forcée. « Tu ne pensais quand même pas que j'étais sérieuse. Regarde autour de toi. » Elle fit un geste dédaigneux en direction du modeste garage, des outils usés, de la vie simple que Julien s'était construite. « Je n'épouse pas des mécaniciens. Je voulais juste t'aider à travailler plus vite. » Ces mots frappèrent Julien comme un coup physique, mais il garda une expression neutre. Il avait connu suffisamment de déception pour reconnaître quand quelqu'un se réfugiait derrière ses défenses. Mais Élise, avec son cœur de petite fille de 6 ans encore ouvert au monde, n'était pas aussi douée pour cacher ses sentiments. « Mais vous l'aviez promis, mademoiselle Dubois. » La voix d'Élise trahissait la confusion dévastatrice d'une enfant qui voit des adultes manquer à leurs paroles. Maman disait toujours « Les promesses sont la chose la plus importante. On ne peut pas revenir sur une promesse. » Claire sentit sa poitrine se serrer devant l'accusation contenue dans ses innocents yeux verts, mais elle était déjà en train de monter dans sa voiture. « Ma chérie, les adultes font beaucoup de promesses qu'ils ne tiennent pas vraiment. Ce n'est que du langage commercial. » Alors qu'elle s'éloignait, le moteur de sa BMW ronronnant comme dans un rêve, Claire aperçut Julien et Élise dans son rétroviseur. La petite fille tirait sur la salopette de son père, visiblement bouleversée, tandis que Julien s'agenouillait pour la réconforter avec une douceur patiente. À l'intérieur de la voiture, Claire avait les mains qui tremblaient alors qu'elle agrippait le volant. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, mais le goût de la victoire lui semblait étrangement amer. La réunion sur la fusion approchait, promettant des millions de bénéfices et une expansion internationale. Pourtant, elle ne pouvait pas se débarrasser de l'image du visage déçu de la petite fille. De retour au garage, Élise leva les yeux vers son père, les joues baignées de larmes. « Papa, pourquoi la jolie dame a-t-elle menti? Je la trouvais gentille, mais les gens méchants ne tiennent pas leurs promesses. » Julien prit sa fille dans ses bras et la serra doucement contre lui, choisissant ses mots avec soin. Parfois, Élise, les gens ont peur quand ils réalisent qu'ils vont peut-être devoir changer toute leur vie. Mademoiselle Dubois vit dans un monde très différent du nôtre. « Mais tu as tenu ta promesse de réparer sa voiture, » protesta Élise. « Tu as travaillé très dur et tu l'as réparée à la perfection. » « C'est vrai, ma chérie. Et tu sais pourquoi j'ai continué à travailler même quand cela semblait impossible ?» Élise secoua la tête, encore en reniflant. « Parce que tenir ses promesses, ce n'est pas une question de ce que font les autres. C'est une question de qui on choisit d'être. On tient parole parce que c'est ce que font les gens bien, même quand c'est difficile. » Élise réfléchit à cela avec l'expression sérieuse qu'elle arborait lorsqu'elle réfléchissait à des concepts d'adultes. Puis, avec la détermination soudaine que seuls les enfants possèdent, elle se redressa et essuya ses larmes. « Papa, je pense qu'on devrait montrer à Mademoiselle Dubois qu'on est mieux qu'elle ne le pense. » Julien baissa les yeux vers le visage déterminé de sa fille, y voyant un écho de sa propre fierté obstinée. « Comment ça, ma chérie? Elle pense que tu n'es qu'un mécanicien, n'est-ce pas? Mais tu es super intelligente et tu peux tout faire. Peut-être que si on lui montre à quel point tu es spécial, elle se souviendra que les promesses, c'est important. » L'idée était née de la logique simple d'une enfant de 6 ans. Mais en y réfléchissant, Julien sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la vengeance, mais la détermination tranquille qui l'avait aidé à surmonter tous les défis que la vie lui avait lancés. « Tu sais quoi, Élise? Tu as peut-être raison.
Il est peut-être temps de montrer au monde de quoi la famille Morin est vraiment capable. 3 semaines plus tard, Claire Dubois se tenait près des baies vitrées de son bureau d'angle, regardant la silhouette de Lyon disparaître dans le brouillard du soir. La fusion avec la société japonaise avait été un triomphe, ajoutant 40 millions à la valeur de son entreprise. Mais cette victoire lui semblait creuse. Elle se surprenait à penser aux mains tachées de graisse et aux yeux verts déçus plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Son assistant l'appela par l'interphone. « Mademoiselle Dubois, un certain Julien Morin souhaite vous voir. Il dit que c'est au sujet de l'entretien de sa voiture. » Le cœur de Claire fit un bond. « Faites-le monter. » Quelques minutes plus tard, Julien entra dans son bureau impeccable, l'air étrangement à l'aise malgré le fait qu'il n'était clairement pas à sa place. Il portait un simple costume bleu marine qui, bien que manifestement bon marché, était impeccablement propre et bien ajusté. Élise marchait à ses côtés, la main confiantement glissée dans la sienne, vêtue d'une robe jaune vif et portant un petit portefeuille. « Monsieur Morin, » dit Claire en se levant de son bureau, « je ne vous attendais pas. »« Bonjour, mademoiselle Dubois, » répondit Julien poliment. « J'espère que vous ne nous excusez pas de vous déranger, mais Élise et moi avons une proposition commerciale à vous faire. » Élise s'avança avec l'assurance intrépide de l'enfance. « On a appris plein de choses sur votre entreprise, mademoiselle Dubois. Papa dit que vous aidez les entreprises à mieux utiliser les ordinateurs, c'est ça ?» Claire cligna des yeux, complètement déstabilisée. « Eh bien, oui. On fournit des solutions technologiques complètes pour… » « C'est exactement ce qu'on pensait, » l'interrompit Élise avec enthousiasme. « Montre-lui, papa. » Julien ouvrit le porte-document, révélant des croquis détaillés et des notes. « J'ai réfléchi à votre modèle commercial, mademoiselle Dubois. Vous aidez les grandes entreprises, mais il y a des milliers de petites entreprises qui ont du mal avec la technologie. Les garages automobiles, les restaurants familiaux, les entrepreneurs locaux. Ils ont aussi besoin d'aide, mais ils ne peuvent pas se permettre vos services haut de gamme. » Claire se retrouva penchée en avant, sincèrement intriguée malgré elle. « Continuez. Et si Dubois Tech créait une filiale spécialisée dans les solutions pour les petites entreprises? Des logiciels simplifiés, une assistance abordable, des services d'installation qui ne nécessitent pas un diplôme en informatique. » La présentation de Julien était étonnamment soignée, ses idées bien documentées et pratiques. Élise sautillait sur place. Et papa pourrait aider. Il connaît tous les petits entrepreneurs de la ville et il est super bon pour expliquer les choses compliquées de manière compréhensible pour tout le monde. Claire étudia les documents, l'esprit en ébullition. Le concept était en fait brillant. Un énorme marché inexploité que ses concurrents avaient ignoré. « C'est assez sophistiqué, monsieur Morin. Où avez-vous appris l'architecture des logiciels d'entreprise ?» Julien sourit légèrement. « À l'université du soir, dans des cours en ligne, dans des livres à la bibliothèque. Élise m'aide à m'entraîner pour mes présentations. Elle a un bon instinct pour les affaires même à 6 ans. J'ai dessiné certaines des images, ajoute Élise fièrement, en montrant des organigrammes étonnamment détaillés décorés de fleurs au crayon. Pendant l'heure qui a suivi, Julien a présenté un plan d'affaires complet qui a impressionné Claire plus que la plupart des présentations de MBA qu'elle avait vues. Sa compréhension des difficultés des petites entreprises était intime et précise, ses solutions pratiques et évolutives. Ça pourrait marcher, admit Claire, de plus en plus enthousiaste. Rien que l'étude de marché vaudrait des millions. Mais pourquoi m'en parler à moi? Vous pourriez présenter ça à n'importe quelle entreprise technologique. Julien et Élise échangèrent un regard complice. Parce que, dit Élise, avec la franchise d'une enfant de 6 ans, on veut vous montrer qu'on tient nos promesses même quand les autres ne tiennent pas les leurs. Ces mots frappèrent Claire comme une vague de froid. Elle vit le doux reproche dans les yeux de Julien, la dignité obstinée qui refusait d'être diminuée par son rejet précédent. Papa dit que quand quelqu'un te blesse, tu peux choisir d'être méchant en retour ou tu peux choisir d'être meilleur. Élise continua. Nous choisissons d'être meilleurs. Claire sentit sa gorge se serrer. En 3 semaines, cet homme était passé de simple mécanicien de province à quelqu'un qui pouvait entrer dans sa salle de réunion et présenter des idées susceptibles de révolutionner son entreprise. Et il ne l'avait pas fait par vengeance, mais pour prouver quelque chose sur son caractère. « Monsieur Morin, » dit-elle prudemment, « si nous décidions d'aller de l'avant avec ce projet, qu'est-ce que vous voudriez en échange ?» Julien la regarda droit dans les yeux. « Un partenariat, avec une répartition à 50-50 de la filiale. Je fournis ma connaissance du marché et ma relation avec les clients. Vous fournissez la technologie et l'infrastructure. Élise aura un fonds pour ses études et les petites entreprises bénéficieront de l'aide qu'elles méritent. » C'était une demande audacieuse, mais Claire réalisait qu'elle était également juste. Ses connaissances étaient vraiment précieuses et ses relations pouvaient permettre à l'entreprise de réussir là où d'autres avaient échoué. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir, » dit-elle. Élise s'approcha du bureau de Claire, le visage grave, bien plus sérieux que son âge. « Mademoiselle Dubois, je peux te demander un truc ?»
Bien sûr, ma chérie. Quand tu n'as pas tenu ta promesse à papa, ça m'a rendu très triste. Mais papa a dit que tu avais peut-être juste peur de laisser de nouvelles personnes entrer dans ta vie. C'est vrai ? Claire perdit enfin son sang-froid. Cet enfant avait vu Claire dans son jeu avec une lucidité dévastatrice, reconnaissant les peurs que Claire avait passé des années à cacher à elle-même. « Parfois, Élise, » murmura Claire, « les adultes sont tellement habitués à se protéger qu'ils oublient comment laisser les gens bien s'approcher d'eux. » Élise acquiesça solennellement, puis surprit Claire en contournant le bureau et en lui prenant la main. « Ça doit être vraiment triste. Mais tu n'as plus besoin d'être seule. On est là maintenant. » Alors que Claire baissait les yeux vers la petite main qu'elle tenait, puis levait les yeux vers le regard bienveillant de Julien, elle réalisa que tout ce qu'elle croyait savoir sur la force, le succès et les promesses était sur le point de changer. La décision de Claire de s'associer à Julien provoqua une onde de choc dans la communauté technologique de Lyon. En moins d'un mois, Dubois Solutions, leur petite filiale, avait signé 15 clients pilotes, allant de restaurants familiaux à des garages de quartier. Claire se retrouvait à passer plus de temps dans le garage transformé en bureau de Julien que dans son bureau de direction. Le système de restauration de la famille Chen est opérationnel, a annoncé Julien lors de leur réunion du mardi matin. Élise colorait tranquillement à une petite table que Julien avait installée pour elle. Ils ont augmenté la précision de leur commande de 30% en seulement 2 semaines. Claire acquiesça en examinant les rapports de mise en œuvre. Les gains d'efficacité sont supérieurs aux prévisions. Votre approche de la formation des utilisateurs est remarquable, Julien. Vous avez un don pour traduire des concepts complexes en un langage simple. Leur relation de travail avait évolué vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Le sens aigu des affaires de Claire s'accordait à merveille avec la compréhension intuitive de Julien des besoins des clients. Mais plus que ça, elle se surprenait à attendre avec impatience leur réunion pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec les marges bénéficiaires. « Mademoiselle Claire, » dit Élise depuis son coin coloriage. « Vous restez dîner ce soir ? Papa prépare ses fameux spaghettis et j'ai aidé à choisir la sauce. » Claire sentit le frémissement familier dans sa poitrine que les invitations désinvoltes d'Élise provoquaient toujours. Au cours du mois précédent, elle s'était surprise à accepter de plus en plus souvent ces moments simples de vie domestique, aidant Élise à faire ses devoirs pendant que Julien cuisinait, partageant des anecdotes autour de la table de la cuisine, qui lui semblaient plus nourrissantes que n'importe quel restaurant 5 étoiles. « Si ton père est d'accord, » dit Claire doucement. Julien sourit, son regard faisant battre le cœur de Claire. « On serait ravis que tu viennes. Élise s'est entraînée à lire et elle veut te montrer ses nouveaux progrès. » Ce soir-là, dans la cuisine modeste mais chaleureuse de Julien, Claire regardait Élise épeler les mots d'un livre d'images tandis que Julien remuait la sauce et fredonnait doucement. La scène était tellement différente de ses soirées solitaires habituelles dans son appartement qu'elle avait l'impression d'entrer dans un autre univers. « Mademoiselle Claire, » dit Élise en fermant son livre, « je peux te poser une question personnelle ?» Claire rit, sachant que les questions d'Élise étaient toujours étonnamment profondes. « Vas-y, ma petite, tu as une famille ? Comme une maman ou un papa, des frères ou des sœurs ?» La question frappa Claire plus durement qu'elle ne s'y attendait. « Non, ma chérie. Mes parents sont morts quand j'étais jeune, et je n'ai pas de frères et sœurs. Je suis toute seule. » Le visage d'Élise se crispa d'inquiétude. « Ça a l'air super triste. Qui s'occupe de toi quand tu es malade ? Qui te fait tes gâteaux d'anniversaire ?» Claire sentit sa gorge se serrer. « Je m'occupe de moi toute seule, Élise. J'ai des employés qui s'occupent de tout. » « Les employés, ce n'est pas la même chose que la famille, » déclara Élise avec la sagesse d'une enfant de 6 ans. « La famille, c'est ceux qui t'aiment, même quand tu es grincheuse ou que tu fais des erreurs. Les employés, c'est juste pour l'argent. » Julien leva les yeux de la poêle, l'air Julien leva les yeux de la cuisinière, l'expression douce mais indéchiffrable. « Élise, tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses pour être heureux. » « Mais mademoiselle Claire a dit qu'elle se sentait seule parfois, » insista Élise. « Et les gens qui se sentent seuls ont besoin de câlins et de personnes qui se soucient d'eux. N'est-ce pas, mademoiselle Claire ?» Claire se surprit à retenir ses larmes devant la sincérité de l'enfant. « N'est-ce pas, Élise ? Les gens qui se sentent seuls ont besoin de ça. »« Eh bien, alors, » annonça Élise avec détermination, « tu peux faire partie de notre famille. On a de l'amour en trop, n'est-ce pas, papa ?» Julien croisa le regard de Claire à travers la petite cuisine, et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance du lien qui s'était renforcé chaque jour, malgré leur monde très différent. « On a effectivement de l'amour en trop, » dit Julien doucement. « La question est de savoir si mademoiselle Claire veut faire partie de notre famille. » Plus tard, après le dîner et l'histoire du soir d'Élise, Claire et Julien s'assirent sur le petit porche devant la maison et partagèrent une bouteille de vin sous les étoiles. Le contraste entre ce moment paisible et ces soirées habituellement très stressantes ne lui échappa pas. « Julien, » dit-elle doucement, « je peux te demander quelque chose ? Toujours. Pourquoi es-tu vraiment venu dans mon bureau ce jour-là ?
La proposition commerciale était brillante, mais je sais qu'il y avait autre chose. Julien resta silencieux pendant un long moment, réfléchissant à ces mots. Élise a eu le cœur brisé quand tu as rompu ta promesse, mais plus que ça, elle était confuse. Elle ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait simplement décider que sa parole n'avait pas d'importance. Claire se sentit envahie par la honte. Je lui ai fait du mal. Oui, c'est vrai. Mais Élise est résistante. Ce qui m'inquiétait, c'était la leçon qu'elle pourrait en tirer. Que les promesses ne sont que des mots et qu'on ne peut pas faire confiance aux gens pour tenir leurs engagements. Julien se tourna vers elle pour la regarder en face. J'ai réalisé que j'avais le choix. Je pouvais la laisser apprendre le cynisme à 6 ans, ou je pouvais lui montrer que certaines personnes croient encore à l'honneur et au respect de la parole donnée. Donc, tu as décidé de prouver que tu étais meilleur que moi. Julien secoua la tête. Non, Claire. J'ai décidé de prouver que tout le monde mérite une seconde chance d'être la personne qu'il veut vraiment être, même toi. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Claire a compris que Julien ne lui montrait pas juste sa valeur. Il lui offrait une chance de découvrir la sienne. « Et si je ne sais pas comment faire partie d'une famille ?» a-t-elle chuchoté. « Et si j'étais trop abîmée, trop figée dans mes habitudes ?» Julien se pencha vers elle et lui prit la main, ses doigts calleux caressant doucement sa peau douce. « Alors on trouvera une solution ensemble. C'est ce que font les familles. Elles apprennent, grandissent et se pardonnent leurs erreurs. » En le regardant dans les yeux, Claire vit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé espérer. Une acceptation inconditionnelle. Pas pour son argent ou son succès, mais pour la femme effrayée et solitaire qu'elle avait cachée sous plusieurs couches d'armure professionnelle. Pour la première fois depuis des années, Claire Dubois se permit de croire que peut-être, juste peut-être, elle pourrait apprendre à tenir les promesses qui comptaient vraiment. 2 mois après le début de leur partenariat, le monde de Claire commença à se fissurer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Tout commença par un appel téléphonique du conseil d'administration de son entreprise, la convoquant à une réunion d'urgence qui allait tout changer. « Claire », dit d'un ton grave le président Robert Hayes lorsqu'elle entra dans la salle de conférence. « Nous devons discuter de vos récentes fréquentations. » Claire sentit son sang se glacer lorsqu'elle vit la photo étalée sur la table en acajou. Des images d'elle quittant la maison de Julien, partageant un dîner avec lui et Élise, se tenant la main sous son Porsche. Quelqu'un l'avait observé, avait tout documenté et monté un dossier. « Expliquez-moi », continua Hayes, « pourquoi la PDG de Dubois Tech passe ses soirées dans le garage d'un mécanicien acquisition d'Henderson. » Claire se redressa, puisant dans ses années d'expérience dans les salles de réunion. « Ma vie privée n'a jamais interféré avec mes obligations professionnelles. Dubois Solutions dépasse toutes les prévisions de rendement. Et Dubois Solutions est une distraction », l'interrompit Patricia Williams, membre du conseil d'administration. « Un projet vaniteux qui dilue l'image de notre marque et cette relation avec Morin suggère un jugement gravement compromis. L'heure qui a suivi a été brutale. Claire s'est battue de toutes ses forces, mais le message du conseil d'administration était clair. Mettre fin au partenariat avec Julien. Vendre Dubois Solutions et revenir à son ancien niveau de concentration sur l'entreprise ou faire face à un vote de défiance. « Vous avez bâti cette entreprise à partir de rien », a déclaré Hayes à la fin de la réunion. « Ne la jetez pas pour un fantasme de bonheur domestique de classe moyenne. Le contrat avec Henderson vaut à lui seul 300 millions. Fais le bon choix. » Ce soir-là, Claire était assise dans sa voiture devant la maison de Julien, regardant à travers la fenêtre de la cuisine tandis qu'il aidait Élise à faire ses devoirs. La scène ressemblait à un tableau de Norman Rockwell. Chaleureuse, sécurisante, parfaite, tout ce que son monde professionnel n'était pas. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Hayes. Il fallait prendre une décision avant vendredi. Le vote du conseil d'administration était prévu pour lundi. Si aucune solution n'était trouvée, Claire ferma les yeux, sentant le poids d'un choix impossible à prendre. Son entreprise représentait 15 ans de sacrifice, d'ambition et de détermination sans faille. C'était son identité, sa sécurité, son héritage. Mais dans cette modeste maison se trouvait quelque chose dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence jusqu'à ce qu'elle le trouve. Une famille qui l'aimait non pas pour ce qu'elle avait accompli, mais pour ce qu'elle était en train de devenir. Elle frappa à la porte, le cœur battant à tout rompre. Julien ouvrit avec son sourire chaleureux habituel, mais son expression changea lorsqu'il vit son visage. « Claire, qu'est-ce qui ne va pas ?» Élise se précipita vers elle et enroula ses bras autour de la taille de Claire. « Mademoiselle Claire, vous arrivez à Pointe-Nommant. Je viens d'apprendre à épeler entrepreneur. Et papa a dit, c'est ce que tu es. » Le sang-froid de Claire se brisa devant l'excitation innocente de l'enfant. Elle s'agenouilla à la hauteur d'Élise, mémorisant chaque détail de ce visage lumineux et confiant. « Élise, ma chérie, je dois parler à ton papa de choses entre adultes. Pourquoi tu ne vas pas lire quelques minutes ?» Quelque chose dans le ton de Claire dut alerter Julien, car son expression devint sérieuse. Une fois Élise hors de portée de voix, il conduisit Claire dans la cuisine. « Parle-moi », dit-il simplement.
Claire lui expliqua l'ultimatum du conseil d'administration, observant la compréhension et la douleur qui se lisaient sur le visage de Julien. Quand elle eut terminé, un silence pesant s'installa dans la cuisine. « Donc, ils veulent que tu choisisses, » dit Julien doucement. « Ton entreprise ou nous. Ce n'est pas si simple, Julien. Dubois Tech emploie plus de 2000 personnes. Si je perds le contrôle, le conseil d'administration pourrait procéder à des licenciements massifs et annuler des projets d'expansion sur lesquels comptent les communautés locales. J'ai des responsabilités. » « Je sais, » l'interrompit Julien doucement. « Je comprends, Claire, vraiment. » Sa compréhension ne fit qu'empirer les choses. Claire s'était préparée à la colère, aux accusations, aux demandes de se battre plus fort. Au lieu de cela, elle vit la dignité tranquille familière qui l'avait attirée vers lui au départ. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il. La gorge de Claire se serra. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu à choisir entre ma carrière et ça. Quoi que ce soit entre nous, » dit Julien en s'approchant d'elle et en prenant ses mains dans les siennes. « Laisse-moi te faciliter la tâche. Élise et moi te serons toujours reconnaissants pour le temps que nous avons passé avec toi. Tu nous as donné plus que tu ne le penses. Pas seulement le partenariat commercial, mais le fait d'avoir montré à Élise que les femmes intelligentes et fortes peuvent accomplir tout ce qu'elles décident d'entreprendre. Julien, ne fais pas ça. Ta place est dans cette salle de réunion. Claire, tu as travaillé trop dur pour laisser quelqu'un te priver de ça. Élise et moi, on s'en sortira. On s'en est toujours sortis. » L'altruisme dans sa voix brisa quelque chose en Claire. Voici un homme prêt à sacrifier son propre bonheur pour protéger ses rêves, et elle était sur le point de lui faire la même chose. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-elle avec férocité. « Je ne les laisserai pas me dicter qui je peux aimer. » Julien sourit tristement. Parfois, aimer quelqu'un signifie vouloir ce qu'il y a de mieux pour lui, même si cela te brise le cœur. Du salon, on entendit la voix d'Élise. « Papa, Mademoiselle Claire peut me lire une histoire avant de dormir ce soir, s'il te plaît ?» Claire et Julien se regardèrent, pensant tous les deux à la même chose. C'était peut-être leur dernière soirée normale ensemble. Quelle que soit la décision de Claire, tout allait changer. « Va lui lire une histoire, » dit Julien doucement. « Laisse-lui passer une dernière soirée parfaite avant que le monde ne redevienne compliqué. » Alors que Claire se dirigeait vers la voix d'Élise, elle réalisa qu'elle était confrontée au choix le plus difficile de sa vie. L'empire qu'elle avait bâti ou la famille qu'elle avait trouvée. Et la date limite de vendredi approchait à grands pas, comme un train lancé à toute vitesse, exigeant une réponse qui pourrait détruire tout ce qu'elle avait appris à aimer. Le vendredi matin arriva, gris et pluvieux, à l'image de l'humeur de Claire qui se tenait une fois de plus dans son bureau d'angle, le regard fixé sur la ville en contrebas. Sur son bureau se trouvaient 2 documents, les documents relatifs à l'acquisition de Henderson, qui allaient lui assurer sa position et la rendre plus riche qu'elle n'avait jamais osé le rêver, et sa lettre de démission. Une simple page qui lui coûterait tout ce pourquoi elle avait travaillé, mais qui pourrait sauver la seule relation qui ait jamais vraiment compté pour elle. Son téléphone vibra. « Julien, ne réponds pas », se murmura-t-elle, mais sa main était déjà en train d'attraper l'appareil. « Claire, » dit-il d'une voix tendue, « je dois te dire quelque chose à propos d'Élise. » Le cœur de Claire s'arrêta de battre. « Quoi à propos d'Élise ? Elle va bien ? Elle nous a entendu parler hier soir. Elle est au courant du choix que tu dois faire. » Julien fit une pause et Claire entendit des voix étouffées en arrière-plan. « Elle veut te parler. J'ai essayé de lui expliquer que tu étais occupé par ton travail, mais elle est bien, c'est Élise. » Avant que Claire puisse répondre, elle entendit le téléphone être passé. Puis la voix d'Élise se fit entendre, faible mais déterminée. « Mademoiselle Claire, c'est moi. Bonjour ma chérie. » Réussit à dire Claire, la gorge serrée. « Papa m'a dit que tes collègues étaient méchants avec toi parce que tu aimes passer du temps avec nous. C'est vrai ?» Claire ferma les yeux. « C'est compliqué, Élise. Mais oui, certaines personnes pensent que je devrais me concentrer uniquement sur mon travail. C'est stupide, » déclara Élise avec l'indignation d'une enfant de 6 ans. « Le travail, c'est important, mais la famille est importante pour elle. Ce n'est même pas un vrai mot, mais tu vois ce que je veux dire. » Malgré tout, Claire sourit à travers ses larmes. « Je sais exactement ce que tu veux dire, ma petite. Mademoiselle Claire, je peux te dire un secret ? Toujours. » La voix d'Élise se réduisit à un murmure. « Quand maman est partie, j'avais vraiment peur que tous ceux que j'aime me quittent aussi. Mais papa m'a dit que le vrai amour signifie rester ensemble, même quand les choses deviennent difficiles. Il m'a dit que les vraies familles ne s'abandonnent pas. » Claire porta sa main à sa bouche, tandis qu'Élise continuait. « Tu fais partie de notre famille maintenant, mademoiselle Claire, et les familles ne laissent pas des collègues méchants les séparer. Alors tu dois rentrer à la maison tout de suite et nous aider à trouver une solution. » « D'accord. » La simplicité de la logique d'Élise balaya tous les calculs complexes et les stratégies d'entreprise de Claire. Cette fille de 6 ans venait de résoudre l'équation qui déchirait Claire depuis des jours. Elle avait réfléchi comme une PDG alors qu'elle aurait dû réfléchir comme une membre de sa famille.
Élise, dit Claire, d'une voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des jours. T'as tout à fait raison, j'arrive dans 20 minutes. Super, papa fait des crêpes et on t'en a gardé. Elles ont la forme de papillons. En raccrochant, Claire regarda les 2 documents sur son bureau avec un regard neuf. Elle avait abordé cette question comme un choix à prendre ou à laisser. Mais Élise venait de lui rappeler quelque chose de crucial. La résolution créative de problèmes lui avait permis de bâtir son empire, et elle pouvait aussi sauver sa famille. Claire attrapa son téléphone et composa le numéro de son assistant. Annule tous mes rendez-vous et organise une conférence téléphonique avec le conseil d'administration dans 1 heure. Appelle aussi notre équipe juridique et dis-leur de me rejoindre chez Morin Auto Repair dans 30 minutes. 25 minutes plus tard, Claire fit irruption porte d'entrée de Julien et trouva Élise à la table de la cuisine, entourée de crêpes en forme de papillon et de feuilles couvertes de dessins au crayon. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Claire en s'installant dans ce qui était devenu son fauteuil habituel. « On élabore un plan », annonça fièrement Élise. « Papa a dit, si les gens du travail ne veulent pas que tu aies une famille, alors nous devons faire en sorte que tu puisses avoir les 2. » Julien leva les yeux d'un air penaud. Élise a insisté pour que nous réfléchissions à des solutions. Certaines de ses idées sont étonnamment sophistiquées. Claire examina leur travail. Les dessins colorés d'Élise esquissaient en fait une restructuration potentielle de Dubois-Tech qui donnerait plus d'indépendance à Claire tout en gardant la confiance du conseil d'administration. L'enfant avait intuitivement compris des concepts commerciaux qui donnaient du fil à retordre aux étudiants en MBA. « Élise, dit Claire lentement, c'est génial. Comment as-tu pensé à ça? C'est facile. Quand papa voulait t'aider avec tes petites entreprises, il est devenu ton partenaire au lieu de simplement travailler pour toi. Donc, si les gens veulent être ton patron, tu devrais peut-être devenir leur partenaire au lieu de simplement travailler pour eux. » Julien regarda sa fille avec étonnement. « Claire, elle a raison. Et si tu conservais la majorité des parts, mais restructurais les relations au sein du conseil d'administration, crée un modèle de partenariat qui leur apporte de la sécurité tout en préservant ton autonomie. » L'esprit de Claire tournait à toute vitesse tandis que la solution se cristallisait. C'était audacieux, risqué et absolument parfait. Elle s'empara de son téléphone alors que son équipe juridique arrivait. Et pendant l'heure qui suivit, elle orchestra la transaction la plus importante de sa carrière, non pas pour acquérir une autre entreprise, mais pour sauver sa famille. La conférence téléphonique du conseil d'administration fut tendue, mais finalement couronnée de succès. La proposition de restructuration de Claire était si innovante et potentiellement rentable que même Hayes dut reconnaître son mérite. Elle resterait PDG, mais avec une structure de propriété modifiée qui répondait à leurs préoccupations tout en protégeant ses choix personnels. À la fin de la conférence téléphonique, Claire regarda Julien et Élise qui avaient attendu anxieusement pendant toute la négociation. « Alors ?» demanda Élise en sautillant sur sa chaise. « Ça a marché? Tu peux rester dans notre famille ?» Claire s'est agenouillée et a serré Élise dans ses bras. « Ça a marché, ma chérie. Grâce à ton idée géniale, je garde mon boulot et ma famille. » Julien s'est joint à elle, et pendant un instant, tous les 3 se sont serrés dans la cuisine chaleureuse, entourés de pancakes en forme de papillons et de crayons couverts de plans d'affaires. « Élise, » murmura Claire, « tu viens de sauver tout ce qui compte pour moi. Comment pourrais-je jamais te remercier ?» Élise s'écarta avec un sourire qui illumina toute la pièce. « C'est facile. Tu peux épouser papa pour de vrai cette fois, et ensuite, on sera vraiment une famille pour toujours. » Claire et Julien se regardèrent par-dessus la tête d'Élise. Tous 2 pensaient la même chose. De la bouche des enfants sortaient les idées les plus parfaites qui soient. 3 mois après la restructuration du conseil d'administration, Claire Dubois-Morin. Elle avait discrètement ajouté le nom de Julien à ses cartes de visite et se tenait dans la cuisine de leur nouvelle maison. Un beau compromis entre son style de vie dans un penthouse et les besoins modestes de Julien. La grande maison de Saint-Clair offrait à Élise sa propre salle de jeu, à Julien un vrai atelier, et à Claire le bureau dont elle avait besoin pour diriger son empire. Mais ce matin-là, alors qu'elle regardait Julien aider Élise à faire ses devoirs de maths avant l'école, un visiteur inattendu était sur le point de briser l'heure. La sonnette a retenti à 7h30 pile, interrompant les rires d'Élise qui s'amusait des voix ridicules de Julien alors qu'il lui expliquait les tables de multiplication. Claire a ouvert la porte et a découvert une femme qu'elle n'avait vue qu'en photo. Sarah Mitchell, la mère d'Élise, se tenait sur le perron, avec une valise de marque et une expression déterminée. « Bonjour Claire », a dit Sarah avec une fausse gentillesse. « Je suis Sarah, la mère d'Élise. Il faut qu'on parle. » Claire se glaça. Sarah était tout ce qu'elle avait été autrefois. Raffinée, ambitieuse et impitoyablement déterminée à réussir. À 31 ans, elle avait monté une société de marketing prospère à Marseille. Mais ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son costume cher ne pouvaient cacher le regard calculateur qu'elle lui lançait. « Maman,
La voix d'Élise, qui venait de la cuisine, était faible et confuse. Elle n'avait pas vu Sarah depuis plus d'1 an, depuis que Sarah avait décidé que les visites le week-end perturbaient trop sa carrière. Julien apparut dans l'embrasure de la porte, l'expression soigneusement neutre malgré la tension qui se dégageait de ses épaules. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venue chercher ma fille », annonça Sarah assez fort pour qu'Élise l'entende. « J'ai suivi les reportages sur ta petite entreprise, Julien. Il semble que tu t'en sois plutôt bien sorti en t'associant avec la coqueluche de la tech lyonnaise. » Claire s'approcha de Julien d'un air protecteur. « Madame Mitchell, nous devrions peut-être discuter de cela en privé. C'est Madame Mitchell maintenant, » corrigea Sarah d'un ton sec. « Et non, je pense qu'Élise doit entendre ça. Chérie, » appela-t-elle en direction de la cuisine. « Maman est venue te ramener à la maison, en Californie, avec moi. C'est pas génial ?» Le bruit d'une chaise qui tombait résonna alors qu'Élise se précipitait dans le salon. Son visage était baigné de larmes. « Je ne veux pas aller en Californie, c'est ma maison. Papa, ne la laisse pas m'emmener. » Julien s'agenouilla et prit Élise dans ses bras, le cœur brisé par la panique de sa fille. « Personne ne t'emmène nulle part, ma chérie. C'est chez toi ici. » Le rire de Sarah était sec et froid. « En fait, Julien, tu devrais peut-être vérifier tes documents juridiques. J'ai demandé à mes avocats d'examiner notre accord de garde et il y a des clauses très intéressantes concernant les changements importants dans les conditions de vie. » Claire sentit son estomac se nouer, tandis que Sarah continuait. « Quand on a divorcé, tu as insisté pour obtenir la garde principale parce que j'étais trop concentré sur ma carrière. Eh bien, maintenant, tu vis avec une femme dont la fortune est estimée à plus de 300 millions de dollars. La situation d'Élise a complètement changé, et je pense qu'un juge serait d'accord pour dire qu'elle mérite les opportunités éducatives et culturelles que je suis la seule à pouvoir lui offrir à Marseille. Tu ne peux pas débarquer comme ça après 1 an et exiger de la reprendre, » a dit Julien. Il contrôlait sa voix malgré sa rage. « Je peux le faire et je le ferai, » a répondu Sarah. « Élise est aussi ma fille, et j'ai passé l'année dernière à lui offrir un foyer stable et à lui trouver les meilleures écoles et opportunités. Tu peux vraiment dire qu'un mécanicien de garage, même s'il a réussi à se faire une place dans la haute société, peut lui offrir ce que je peux lui offrir ?» Élise s'est accrochée plus fort à Julien, son petit corps tremblant de sanglots. « Je ne veux pas des meilleures écoles. Je veux mon papa et mademoiselle Claire dans ma chambre avec le papier peint à papillons. » Le cœur de Claire se brisa devant le désespoir de l'enfant, mais son esprit juridique analysait déjà la menace. Sarah avait raison sur un point. Le changement de situation d'Élise pouvait en effet être utilisé pour modifier les dispositions relatives à la garde, surtout si Sarah avait passé l'année à monter un dossier. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demanda Sarah Claire doucement. Le sourire de Sarah était triomphant. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour ma fille, une bonne éducation, des expériences culturelles, la possibilité de côtoyer des gens qui ont réussi et qui peuvent l'aider à réaliser son potentiel. Pas ce rêve domestique que tu t'es créé. » Ces mots frappèrent Claire comme des coups physiques, faisant écho à tous les doutes qu'elle avait jamais eus quant à sa place dans cette famille. Mais en regardant le visage baigné de larmes d'Élise, quelque chose de féroce et de protecteur monta en elle. « Élise, » dit Claire doucement en s'agenouillant à côté de Julien. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit à propos des familles ? Qu'elles restent soudées même quand les choses deviennent difficiles ?» Élise acquiesça, hoquetant à travers ses larmes. « Eh bien, c'est l'un de ces moments difficiles. Mais je te promets, ma chérie, et tu sais que je tiens toujours mes promesses maintenant. On ne laissera personne briser notre famille. » Sarah ricana. « Comme c'est touchant. Mais les promesses ne tiennent pas devant un tribunal, et j'ai tous les droits légaux pour le faire, » interrompit Claire, sa voix prenant le ton d'acier qui lui avait permis de bâtir son empire. « Vous feriez bien de consulter à nouveau vos avocats, car Élise ne vit plus avec un mécanicien de garage. Elle vit avec son tuteur légal. » Le silence qui suivit fut assourdissant. L'expression confiante de Sarah se effrita à mesure qu'elle comprenait les implications. « De quoi tu parles ?» demanda Sarah. Julien regarda Claire avec étonnement. Ils en avaient discuté hypothétiquement, mais ils n'avaient pas réalisé qu'elle avait déjà entamé une procédure judiciaire. « Le mois dernier, j'ai demandé au tribunal de devenir co-tutrice légale d'Élise, » expliqua Claire calmement. « Julien et moi ne vivons pas simplement ensemble, Sarah. Nous sommes une unité familiale légalement reconnue. Toute contestation de la garde devra désormais passer par nous deux, et j'ai les moyens de faire face à tout ce que tu pourras opposer dans cette bataille. » Élise leva les yeux vers Claire avec émerveillement. « Tu veux dire que tu es comme mon autre maman maintenant? Pour de vrai? Légalement? Si tu veux que je le sois, ma chérie, et pour toujours, » dit Sarah, le visage pâle de rage. « Tu ne peux pas acheter le droit d'être mère. Élise est ma fille. Élise est notre fille, » dit Claire d'un ton ferme. « Et elle est assez grande pour avoir son mot à dire sur l'endroit où elle veut vivre. N'est-ce pas, Élise ?» Élise se redressa dans les bras de Julien et essuya ses larmes avec une nouvelle détermination. « Je veux rester ici avec papa et maman Claire.
Tu peux venir nous rendre visite si tu veux, mais c'est ici ma maison et c'est ici ma famille. La simple déclaration d'une enfant de 6 ans avait plus de poids que n'importe quel document juridique. Sarah fixa sa fille, la regarda vraiment et vit peut-être pour la première fois l'enfant confiante et heureuse qu'Élise était devenue. Mais Claire pouvait voir le calcul revenir dans les yeux de Sarah, la même ambition impitoyable qui l'avait autrefois animée. Cette bataille était loin d'être terminée et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. « Ce n'est pas fini », dit Sarah doucement. « Je reviendrai avec mon équipe juridique et on verra ce qu'en pense un juge. » Alors que Sarah s'éloignait, Claire serra Élise et Julien dans ses bras, mais son esprit était déjà tourné vers la bataille juridique qui s'annonçait. Elle avait déjà affronté des OPA hostiles et des raiders, mais jamais l'enjeu n'avait été aussi personnel, aussi précieux. La famille qu'elle s'était construite était sur le point d'affronter sa plus grande épreuve, et Claire était prête à utiliser toutes les armes de son arsenal pour la protéger. La bataille juridique commença pour de bon. 2 semaines plus tard, Sarah avait engagé Henderson Black & Associates, ironiquement le même cabinet qui avait géré l'acquisition que Claire avait abandonnée pour sauver sa relation avec Julien. L'ironie de la situation n'échappait à aucune des 2 femmes, alors qu'elles se faisaient une face de part et d'autre d'une table de conférence en acajou qui aurait pu trôner dans n'importe quelle salle de conseil. « La position de ma cliente est simple », annonça l'avocat de Sarah, Richard Henderson en personne. « Madame Mitchell demande la garde principale de sa fille, qui vit actuellement dans un environnement instable, avec un homme qu'elle connaissait à peine il y a 6 mois, et son associé. L'avocate de Claire, Janet Morrison, était tout aussi redoutable. Monsieur Morin et Mademoiselle Dubois ont créé un foyer stable et aimant. Élise Morin s'épanouit sur le plan scolaire, émotionnel et social. Tout bouleversement dans sa situation actuelle serait préjudiciable à son bien-être. Mais Claire pouvait voir l'inquiétude dans les yeux de Janet. Malgré leur tutelle légale, l'affaire de Sarah avait du mérite. Les changements rapides dans la vie d'Élise pouvaient en effet être présentés comme une instabilité. Et Sarah avait passé l'année à monter un dossier impressionnant pour prouver son aptitude en tant que parent. « Parlons de l'éléphant dans la pièce », a poursuivi Henderson. Madame Dubois, avec Monsieur Morin, a commencé par une transaction commerciale. Elle a en gros acheté sa place dans cette famille grâce à un partenariat d'entreprise. Qu'arrivera-t-il à Élise lorsque cette relation prendra fin, ce qui est inévitable? L'accusation a fait mal, car elle contenait une partie de vérité avec laquelle Claire avait lutté en privé. Avait-elle manipulé les gens pour entrer dans cette famille? Son amour pour Julien et Élise était-il sincère? Ou s'agissait-il simplement d'une nouvelle acquisition? Ce soir-là, Claire trouva Élise dans sa chambre, entourée de feuilles de dessin et de crayons, en train de travailler sur ce qui semblait être un portrait de famille. « Que dessines-tu, ma chérie ?» demanda Claire en s'installant sur le lit à côté d'elle. « C'est notre famille », expliqua Élise en brandissant la feuille. « Tu vois, il y a papa qui répare les voitures, et t'es là, à ton ordinateur, en train d'aider les gens dans leurs affaires. Et moi, je suis au milieu parce que je vous aime tous les 2. » Claire regarda le dessin, remarquant qu'Élise s'était placée non pas entre eux, mais entourée de leur amour. C'était la perspective d'une enfant qui se sentait en sécurité et aimée. « Élise, je peux te poser une question importante ?» « Toujours. Maman Claire. » L'utilisation informelle du mot « maman » ne manquait jamais de faire battre le cœur de Claire. « Tu as peur de ce qui arrive à ta première maman. » Élise réfléchit un peu sérieusement. « Mais papa m'a appris qu'il n'y avait pas de mal à avoir peur tant que ça ne t'empêchait pas de faire ce qu'il fallait. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Rester avec les gens qui t'aiment tous les jours, pas seulement quand c'est facile ou pratique. » Élise leva les yeux vers Claire avec un regard bien trop sage pour son âge. « Maman Sarah m'aime, mais elle aime son travail encore plus. Toi et papa, vous m'aimez, et vous vous aimez l'un l'autre, et ça rend notre famille plus forte. » Claire était émerveillée par la perspicacité de l'enfant. « Comment es-tu devenue si intelligente? »« J'ai de très bons professeurs, » répondit Élise avec un sourire. « Papa m'apprend à être gentille et à travailler dur, et tu m'apprends à être forte et à me battre pour ce qui compte. » Le lendemain matin, une nouvelle dévastatrice tomba. L'équipe juridique de Sarah avait découvert des infos sur le passé de Claire qui pourraient tout changer. « Ils sont au courant de l'acquisition Henderson », a rapporté Janet d'un air sombre. « Et ils savent que tu as renoncé à 300 millions de dollars. Ils comptent te faire valoir que ton jugement est altéré, que tu prends des décisions impulsives basées sur tes émotions plutôt que sur la logique. » Claire sentit le sang se draper sur son visage. « Ce n'est pas... Je sais que ce n'est pas vrai, Claire. Mais ils vont te dépeindre comme une femme instable qui a abandonné ses responsabilités pour un rêve de bonheur familial. Ils diront que lorsque la nouveauté aura disparu, tu abandonneras Élise comme tu as abandonné cette affaire. Mais le pire était encore à venir. » Henderson avait également découvert les circonstances de la mort des parents de Claire. 1 accident de voiture quand elle avait l'âge d'Élise, la laissant grandir dans une famille d'accueil.
L'équipe de Sarah prévoyait de faire valoir que le besoin désespéré de Claire d'avoir une famille la poussait à s'attacher de manière inappropriée, qu'elle essayait de remplacer son enfance perdue à travers Élise. C'est de la manipulation psychologique, affirmerait Henderson. Madame Dubois utilise cet enfant pour guérir son propre traumatisme d'enfance, ce qui n'est ni sain ni stable pour le développement d'Élise. Cet après-midi-là, Claire était assise dans sa voiture devant l'école d'Élise, regardant à travers la clôture la petite fille jouer avec ses amis. Le rire d'Élise résonnait dans la cour de récréation, joyeux et insouciant, et Claire se rendit compte que les avocats de Sarah avaient peut-être raison sur un point. Elle utilisait Élise pour panser ses vieilles blessures. Mais en regardant Élise aider un enfant plus jeune qui était tombé, faisant preuve de la gentillesse et de l'empathie que Julien lui avait inculquée, Claire savait que ses motivations n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le bonheur d'Élise, et l'enfant s'épanouissait vraiment dans leur famille atypique. Julien trouva Claire toujours assise dans la voiture lorsqu'il arriva pour récupérer Élise. « Dure journée ?» demanda-t-il en se glissant sur le siège passager. Claire lui expliqua les derniers développements, observant son expression devenir de plus en plus inquiète à chaque révélation. « Ils vont nous détruire pièce par pièce », dit-elle doucement. « Ils vont faire croire qu'on est incompétent, instable, qu'on utilise Élise à nos propres fins. » Julien resta silencieux pendant un long moment, regardant leur fille se balancer de plus en plus haut, ses nattes volant derrière elle. « Claire, dit-il enfin, tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour où on s'est rencontrés à propos du fait que l'argent ne peut pas changer les lois de la mécanique? Oui. Eh bien, je pense que c'est pareil pour l'amour. Aucune manœuvre juridique ne pourra changer le fait que Élise est heureuse, en bonne santé et aimée. Sarah peut engager tous les avocats qu'elle veut, mais elle ne peut pas inventer 6 mois d'histoire avant de se coucher, d'aide aux devoirs et de câlins avant de dormir. Claire regarda Julien, voyant en lui la force tranquille qui l'avait attiré vers lui au début. Il avait raison. Leur amour pour Élise n'était pas quelque chose qui pouvait être contesté dans une salle d'audience. « Mais si ça ne suffit pas, murmura-t-elle. Et si on la perd ?» Julien lui prit la main, ses doigts calleux s'entremêlant aux siens. « Alors on continuera à se battre, parce que c'est ce que font les familles. On n'abandonne jamais l'autre, peu importe les difficultés. » Alors qu'Élise courait vers leur voiture, le visage illuminé en les voyant ensemble, Claire sentit sa détermination se renforcer. Sarah avait peut-être l'argent et les tactiques juridiques, mais elles avaient quelque chose d'infiniment plus puissant. Le lien indestructible d'une famille fondée sur un amour sincère. La bataille était loin d'être terminée. Mais Claire Dubois n'avait jamais reculé devant un combat quand l'enjeu était vraiment important, et rien n'avait jamais été plus important que ça. L'audience pour la garde était prévue pour une froide matinée de décembre, exactement 1 semaine avant Noël. Claire avait à peine dormi, passant en revue des scénarios et des stratégies juridiques dans sa tête comme un général se préparant à la guerre. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce que l'équipe de Sarah révéla dans ses déclarations liminaires. « Votre honneur ?» commença Henderson, d'une voix qui trahissait la gravité d'un homme annonçant une nouvelle dévastatrice. « Nous avons découvert des preuves qui changent fondamentalement la nature de cette affaire. La relation de Mademoiselle Dubois avec la famille Morin n'était pas la coïncidence romantique qu'elle a décrite. Il s'agissait d'une acquisition commerciale calculée. » Claire sentit son sang se glacer lorsque Henderson sortit un dossier épais rempli de documents. Il s'agissait de communications entre Madame Dubois et une agence de détectives privée datant de 2 jours après sa première rencontre avec M. Morin. Elle avait engagé des enquêteurs pour se renseigner sur ses antécédents, sa situation financière, le dossier scolaire de sa fille et, plus révélateur encore, les dispositions prises par son ex-femme concernant la garde de ses enfants. La salle d'audience a été parcourue d'un murmure de stupéfaction. Claire sentait le regard interrogateur de Julien la transpercer, mais elle ne pouvait se résoudre à le regarder. Henderson a poursuivi. « Nous avons la preuve que la proposition commerciale de Madame Dubois, celle qui était censée les avoir rapprochés, n'a pas été élaborée au cours de plusieurs semaines de collaboration, mais dans les heures qui ont suivi sa première rencontre avec M. Morin. Le concept de Dubois Solutions a été spécialement conçu pour créer une dépendance commerciale qui lierait M. Morin à elle. » Janet Morrison s'est immédiatement levée. « Objection, votre honneur. Il s'agit d'une diffamation qui n'a pas de rapport avec la décision de garde. La pertinence deviendra claire, votre honneur, a répondu Henderson avec aisance. Parce que les preuves montrent que Mademoiselle Dubois s'est livrée à une série de manipulations et de contrôles visant à acquérir la famille de M. Morin de la même manière qu'elle acquiert des entreprises. Élise Morin n'est pas la fille de Mademoiselle Dubois. Elle est un atout dans une prise de contrôle hostile. Les mains de Claire tremblaient lorsqu'elle comprit enfin toute l'étendue de l'enquête de Sarah. Chaque décision commerciale, chaque geste romantique, chaque moment d'apparente spontanéité était présenté comme une manipulation calculée. Julien se pencha vers elle, la voix à peine audible.
Claire, est-ce vrai? As-tu enquêté sur nous? La question qu'elle redoutait depuis des mois flottait entre eux. Claire ferma les yeux, se souvenant de cette nuit désespérée où elle avait engagé les enquêteurs, terrifiée à l'idée que la famille qu'elle avait trouvée puisse disparaître aussi soudainement qu'elle était entrée dans sa vie. « Je peux t'expliquer », murmura-t-elle en retour. Mais l'expression de Julien était déjà en train de changer, la confiance qu'elle avait appris à apprécier laissant place à la douleur et à la trahison. Henderson n'avait pas fini. Nous avons également des preuves que Mademoiselle Dubois a utilisé ses ressources financières pour manipuler l'affection d'Élise. Des vêtements de créateurs, des jouets coûteux, des cours particuliers, tout a été utilisé de manière stratégique pour rendre l'enfant dépendante du luxe que seule Mademoiselle Dubois peut lui. Nous avons également des preuves que Madame Dubois a utilisé ses ressources financières pour manipuler les sentiments d'Élise. Des vêtements de marque, des jouets coûteux, des cours particuliers, tout cela utilisé de manière stratégique pour rendre l'enfant dépendante du luxe que seule Mademoiselle Dubois peut lui offrir. Depuis la galerie, Claire entendit la petite voix d'Élise. « Ce n'est pas vrai. Maman Claire me fait des câlins et m'aide à faire mes devoirs. Elle me lit des histoires et fait des voix drôles pour tous les personnages. » La juge Patricia Chen regarda par-dessus ses lunettes la fillette de 6 ans. « Jeune fille, tu ne devrais pas être ici. J'ai demandé à papa si je pouvais venir, » dit Élise, avec la détermination d'une enfant de 6 ans. « C'est à propos de moi, donc je devrais pouvoir parler aussi, non ?» La juge réfléchit à la question. « Monsieur Morin, votre fille est-elle prête à témoigner ?» Julien hésita entre protéger Élise du drame qui se jouait dans la salle d'audience et respecter son désir de se défendre. « Élise comprend ce qui se passe, votre honneur. Elle est très mature pour son âge. Je l'autorise, mais nous allons d'abord faire une pause. » Pendant la pause, Claire trouva enfin le courage d'affronter Julien directement. Ils se tenaient dans une petite salle de conférence, le poids de 6 mois de tromperie pesant entre eux. « Tu as enquêté sur nous, » dit Julien doucement. « Tu as enquêté sur l'école d'Élise, sur sa mère, sur toute notre vie avant même de nous proposer ton aide. »« Oui, » admit Claire d'une voix à peine audible. « Je l'ai fait. Pourquoi ?» Claire eut du mal à trouver les mots pour expliquer le désespoir qui l'avait poussée à agir ainsi. « Parce que je tombais amoureuse de vous deux. Et j'étais terrifiée. Je n'avais jamais ressenti quelque chose de tel auparavant et je ne savais pas comment protéger quelque chose que je ne pouvais pas contrôler à travers des stratégies commerciales et des contrats juridiques. Alors, tu nous as transformés en une stratégie commerciale. » Non, la voix de Claire se brisa. Je me suis tournée vers ce que je connaissais, l'information, la planification, le contrôle, parce que je ne savais pas comment faire confiance. J'avais peur que si je ne comprenais pas tout de votre vie, je vous perdrais. Julien passa ses mains dans ses cheveux, un geste douloureusement familier à Claire après des mois passés à le regarder travailler sur des problèmes difficiles. « La proposition commerciale ?» demanda-t-il. « J'ai passé toute la nuit à rechercher des solutions logicielles pour les petites entreprises après t'avoir rencontré. Les idées étaient réelles, Julien. L'étude de marché était sérieuse. Mais oui, je l'ai développée spécialement pour toi parce que je voulais une raison de rester dans vos vies. Et Élise, faisait-elle simplement partie de ta stratégie d'acquisition ?» Claire perdit finalement complètement son sang-froid. « Élise m'a sauvé, Julien, dès le moment où elle m'a regardé avec ses yeux confiants et m'a demandé si je me sentais seule. Elle m'a sauvé d'une vie dont je ne réalisais même pas qu'elle était vide. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je ne supportais pas l'idée de vous perdre tous les deux. » Julien resta silencieux pendant un long moment, digérant la révélation que la femme qu'il avait fini par aimer avait étudié sa famille comme une opportunité commerciale depuis le tout début. « Claire, dit-il enfin, je comprends pourquoi tu as fait ça. Je comprends même la peur qui t'a poussé à le faire. Mais Élise mérite de grandir avec des gens qui sont complètement honnêtes les uns envers les autres. Comment puis-je croire que tes sentiments sont sincères alors que tout a commencé par une tromperie ?» Avant que Claire puisse répondre, Janet Morrison frappa à la porte. « Il faut qu'on retourne dans la salle d'audience. Élise va témoigner. » Et après la prestation de Henderson, son témoignage pourrait être notre seule chance. Alors qu'il retournait dans la salle d'audience, Claire réalisait que la petite fille qu'elle avait appris à aimer comme sa propre fille était sur le point de décider du sort de leur famille. Et pour la première fois depuis le début de cette bataille, Claire n'avait aucune stratégie, aucun plan, aucun moyen de contrôler l'issue. Tout dépendait désormais des paroles sincères d'une enfant de 6 ans qui n'avait jamais appris à mentir sur l'amour. Élise Morin se dirigea vers la barre des témoins avec la même détermination qu'elle mettait à résoudre un problème de maths difficile. À 6 ans, elle atteignait à peine le micro, mais le juge Chen l'ajusta avec un sourire bienveillant. « Élise, comprends-tu pourquoi nous sommes tous ici aujourd'hui ?» demanda gentiment le juge. « Oui, madame. Tout le monde veut savoir où je devrais vivre et qui devrait s'occuper de moi. » La voix d'Élise était claire et sûre, sans aucune trace de la peur qui consumait les adultes autour d'elle.
Henderson s'approcha le premier, l'expression soigneusement adoucie pour l'enfant témoin. « Élise, tu aimes beaucoup ta maman Sarah, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. Maman Sarah est très intelligente et très jolie, et elle veut t'emmener en Californie où tu auras plein de belles opportunités. Ça te plairait bien ?» Élise réfléchit sérieusement. « La Californie, ça a l'air sympa, mais j'ai déjà plein de belles opportunités ici. Mais Élise, tu ne préférerais pas vivre avec ta vraie maman ?» La question resta suspendue dans l'air comme un piège, mais Élise y répondit avec une clarté surprenante. « Monsieur Henderson, je peux te poser une question ?» L'avocat cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à ce qu'une enfant de 6 ans prenne le contrôle de l'interrogatoire. « Je suppose que oui. Tu penses que les vraies mamans sont celles qui te donnent naissance ou celles qui s'occupent de toi tous les jours ?» Henderson chercha une réponse. « Eh bien, traditionnellement, c'est ta maman biologique, parce que… » Élise l'interrompit avec la logique effrontée de l'enfance. « Je pensais à mon amie Cathy à l'école. Sa maman biologique ne pouvait pas s'occuper d'elle. Elle a donc été adoptée par sa nouvelle maman et son nouveau papa quand elle avait 3 ans. Et Cathy dit que sa nouvelle maman est sa vraie maman, parce que c'est elle qui l'aime tous les jours, qui prend soin d'elle quand elle est malade, qui lui lit des histoires et qui l'aide à faire ses devoirs. » Claire sentit des larmes couler sur ses joues. Élise poursuivit. « Donc, je pense que les gens peuvent avoir plus d'une vraie maman. Maman Sarah m'a donné la vie et cela la rend spéciale. Mais maman Claire m'aime tous les jours et prend soin de moi tous les jours, et ça la rend vraie aussi. » Henderson changea rapidement de tactique. « Élise, tu savais que mademoiselle Dubois avait engagé des gens pour enquêter sur ta famille avant de te connaître ? Tu veux dire comme quand les gens regardent les avis avant d'acheter quelque chose en ligne ?» demanda Élise innocemment. « Eh bien, pas vraiment, parce que papa dit toujours qu'il faut se renseigner sur les trucs importants avant de prendre de grosses décisions. Et faire partie d'une famille, c'est une grosse décision, non ? Alors peut-être que maman Claire voulait juste être prudente pour être sûre de pouvoir bien s'occuper de nous. » Henderson perdait clairement le contrôle de ses questions. « Mais Élise, tu ne penses pas que c'est mal d'espionner les gens ?» Élise fronça les sourcils et réfléchit. « Est-ce que c'est espionner si on aime quelqu'un et qu'on veut s'assurer qu'on peut l'aider ? Parce que quand papa s'inquiétait pour moi à propos de mon entrée à l'école, il a parlé à mon professeur, il a regardé la cour de récréation et il a posé plein de questions sur les autres enfants. C'était mal, c'est différent. » « En quoi c'est différent ?» demanda Élise avec une curiosité sincère. Le juge Chen avait clairement du mal à ne pas sourire tandis que Henderson se retirait. Pas d'autres questions. Janet Morrison s'approcha, visiblement soulagée. « Élise, peux-tu nous parler de ta vie avec ton papa et Claire ?» Le visage d'Élise s'illumina. « Oh, c'est génial. Tous les matins, papa fait des crêpes et maman Claire m'aide à choisir des vêtements assortis. Elle n'est pas encore très douée pour faire des tresses, mais elle apprend. Et après l'école, parfois je vais à l'atelier de papa pour l'aider à réparer des voitures, et parfois je vais au bureau de maman Claire pour l'aider avec son ordinateur. Te sens-tu aimée dans ta maison actuelle ? » « Tellement aimée, » répondit Élise avec emphase. « Parfois, j'ai l'impression que mon cœur va exploser tellement il y a d'amour. Papa me fait les meilleurs câlins avant de dormir et maman Claire fait des voix rigolotes quand elle me lit des histoires. Et quand je fais des cauchemars, ils viennent tous les deux en courant. » Élise, a poursuivi Janet doucement. Certaines personnes pensent que Claire veut seulement prendre soin de toi parce qu'elle essaie de remplacer sa propre famille qu'elle a perdue quand elle était petite. Qu'en penses-tu ? Élise se tourna vers Claire, le visage sérieux et pensif. « Je pense, dit lentement Élise, que le cœur de maman Claire avait peut-être un grand vide à la place de sa famille et que papa et moi avions peut-être aussi un vide depuis que maman Sarah était partie. Mais quand on s'est tous trouvés, les vides ont été comblés par l'amour. » Elle fit une pause, rassemblant ses pensées avec la même attention que Claire lui avait enseignée pour résoudre des problèmes difficiles dans ses devoirs. « Je ne pense pas que maman Claire essaie de remplacer quelqu'un. Je pense qu'elle essaie de construire quelque chose de nouveau. Comme quand papa répare une voiture en panne, il n'essaie pas de la remettre exactement comme elle était avant. Il la répare pour qu'elle fonctionne bien et roule sans problème et en toute sécurité. C'est ce que maman Claire a fait avec notre famille. Elle a aidé à réparer les parties cassées et nous a tous aidés à mieux fonctionner ensemble. » La salle d'audience était complètement silencieuse. Claire vit plusieurs personnes dans la tribune s'essuyer les yeux et même Henderson semblait ému par le témoignage sincère de l'enfant. Élise Janet demanda « Si tu pouvais choisir où vivre, que choisirais-tu ?»« Je choisis de rester avec papa et maman Claire, » répondit Élise sans hésiter. « Mais je choisis aussi de rendre visite à maman Sarah de temps en temps, parce que je l'aime aussi. Je ne peux pas avoir toute ma famille. Pourquoi les adultes pensent-ils toujours qu'il faut choisir une seule personne à aimer ?» Le juge Chen se pencha en avant. « Élise, c'est une question très sage. Parfois, les adultes compliquent les choses plus qu'il n'est nécessaire. » Alors qu'Élise regagnait sa place entre Julien et Claire,
Elle leva les yeux vers eux avec une confiance et un amour sans bornes. Claire réalisa que cet enfant remarquable venait de livrer l'argument le plus convaincant de sa vie, non pas par des manœuvres juridiques ou une manipulation stratégique, mais par la simple vérité de l'amour. Mais Claire pouvait voir le calcul dans les yeux de Sarah, et elle savait que le témoignage d'Élise, aussi émouvant soit-il, ne suffirait peut-être pas à surmonter les obstacles juridiques qui l'attendaient. La véritable bataille ne faisait que commencer, et les armes seraient bien plus sophistiquées que le cœur honnête d'une enfant de 6 ans. Henderson était déjà en train de fouiller dans ses papiers, se préparant à ce que Claire soupçonnait être son attaque la plus dévastatrice à ce jour. La révélation concernant ses enquêtes n'était que le début. L'homme qui avait bâti sa carrière sur des rachats hostiles était sur le point de démontrer exactement pourquoi il était considéré comme l'avocat le plus impitoyable de Lyon. Le témoin suivant de Henderson était Dr Patricia Westbrook, une psychologue pour enfants dont les références remplissaient une page entière. Le cœur de Claire se serra lorsqu'elle comprit que l'équipe de Sarah avait fait appel à un expert pour contrer l'argument émotionnel d'Élise. « Dr Westbrook, commença Henderson, vous avez examiné les circonstances de cette affaire. Selon votre avis professionnel, quelles sont les implications psychologiques de la situation actuelle d'Élise Morin ?» Le docteur Westbrook ajusta ses lunettes et répondit avec une précision clinique. L'enfant est en proie à ce qu'on appelle un conflit de loyauté, étant contrainte de choisir entre 2 figures parentales. De plus, l'arrivée soudaine d'une nouvelle figure parentale après des changements importants dans sa vie peut entraîner des troubles de l'attachement et une instabilité émotionnelle. Claire ressentait chaque mot comme un coup physique, mais le pire était de voir Julien assimiler l'implication que leur amour pour Élise pouvait en réalité lui nuire. De plus, a poursuivi le docteur Westbrook, le traumatisme enfance du docteur Dubois, qui a perdu ses parents à l'âge d'Élise, crée un parallèle inquiétant. Elle projette peut-être inconsciemment son propre deuil non résolu sur cet enfant, ce qui pourrait se manifester par un comportement surprotecteur ou possessif. Henderson acquiesça sérieusement. « Docteur, que recommanderiez-vous en matière de garde ? La stabilité est primordiale pour les enfants de l'âge d'Élise. La mère biologique a passé l'année dernière à créer un environnement cohérent spécialement adapté aux besoins d'Élise. L'arrangement actuel, bien qu'émotionnellement attrayant, représente une instabilité importante et des risques psychologiques potentiels. Lors du contre-interrogatoire, Janet s'est battue vaillamment pour contester l'évaluation, mais les références et le langage clinique du Dr Westbrook ont eu plus de poids que le témoignage sincère d'Élise dans le cadre d'une procédure judiciaire. À la fin de la journée, le juge Chen a annoncé une suspension d'audience jusqu'après Noël. Compte tenu des vacances et de la complexité de cette affaire, j'ordonne une disposition temporaire. Élise passera la semaine de Noël avec son père et Madame Dubois, puis reviendra pour évaluer d'autres témoignages. Mais Claire voyait ce qui allait se passer. Le ton de la juge suggérait qu'elle penchait en faveur de Sarah, influencée par le témoignage de l'expert et les révélations inquiétantes sur les méthodes d'enquête de Claire. Ce soir-là, leur maison était pesante, chargée d'une angoisse inexprimée. Élise, sentant la détresse des adultes malgré leurs efforts pour paraître normaux, était plus calme que d'habitude. Elle aida Claire à mettre la table pour le dîner sans bavarder comme d'habitude, jetant des regards inquiets à ses 2 parents. « Maman, Claire, » dit Élise alors qu'elle se préparait à aller se coucher. « Tu vas devoir partir ?» La gorge de Claire se serra. « Je ne sais pas, ma chérie. Le juge doit prendre des décisions très importantes. Mais si elle prend la mauvaise décision, et si elle ne comprend pas que nous sommes une vraie famille ?» Claire attira Élise sur ses genoux, respirant le parfum de fraise du shampoing et l'innocence de l'enfance. « Élise, tu te souviens de notre première rencontre ? Je t'avais dit que je tenais toujours mes promesses. » Élise acquiesça. « Eh bien, je te fais une autre promesse. Quoi qu'il arrive, peu importe où nous finirons par vivre, l'amour que nous avons l'une pour l'autre ne disparaîtra jamais. L'amour n'est pas quelque chose que les juges peuvent nous enlever avec des papiers et des mots juridiques. Mais je veux qu'on vive tous ensemble, » murmura Élise, les larmes finissant par couler. « Je veux me réveiller tous les matins et vous voir, toi et papa, préparer le petit déjeuner ensemble. Je veux vous aider tous les 2 dans votre travail, passer des soirées cinéma sur le canapé et aller au parc en famille. » Claire serra Élise plus fort, ses propres larmes coulant maintenant librement. « Moi aussi, ma chérie, plus que tout au monde. » Plus tard, après qu'Élise se soit enfin endormie, Claire a retrouvé Julien dans son atelier, en train de ranger méthodiquement ses outils avec la même intensité qu'il mettait à gérer ses émotions difficiles. « On va perdre, » a dit Claire doucement. Julien a arrêté de bouger ses mains qui tenaient une clé à molette. Le juge semblait touché par le témoignage d'Élise. « Henderson ne fait que commencer. Je connais les hommes comme lui, Julien. Il construit son dossier pièce par pièce. Et aujourd'hui, il s'est contenté d'établir la crédibilité de ses témoins experts.
Demain, il fera venir d'autres psychologues, probablement des spécialistes de la garde d'enfants, peut-être même des témoins de moralité qui témoigneront de mes pratiques commerciales impitoyables et de mon incapacité à entretenir des relations stables. Julien se tourna vers elle, le visage impossible à déchiffrer. Et les enquêtes? Comment expliquer à Élise que la femme qu'elle appelle maman nous espionnait comme si on était une opportunité commerciale? La question que Claire redoutait tant finit par planer entre eux comme une arme chargée. « Tu ne lui diras pas ?» dit simplement Claire. « Parce que tu n'auras pas à le faire. Je me retire de la procédure de garde. » Julien la regarda avec stupéfaction. « Quoi? Je vais mettre fin à ma demande de tutelle et me retirer de l'équation. Sans moi comme facteur, l'affaire de Sarah s'effondre. Tu es un excellent père, Julien. Sans mon influence déstabilisante, aucun juge ne t'enlèverait Élise. » « Claire, non, tu ne peux pas. »« Je peux et je le ferai. » Claire l'interrompit, la voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur son visage. « Élise mérite de grandir avec son père dans la maison qu'elle aime, dans la stabilité et la sécurité. Elle ne devrait pas avoir à souffrir parce que j'ai été trop égoïste pour rester à l'écart. » Julien traversa l'atelier en 3 enjambées rapides et prit ses mains dans les siennes. « Tu penses qu'aimer nous rend égoïstes? Je pense que mon besoin de contrôler et de manipuler les situations a mis Élise en danger. Henderson a raison sur un point. » Julien traversa l'atelier en 3 enjambées rapides. Il prit ses mains dans les siennes. « Tu penses qu'aimer nous rend égoïstes? Je pense que mon besoin de contrôler et de manipuler les situations a mis Élise en danger. Henderson a raison sur un point. J'ai abordé cette famille comme une acquisition commerciale. Peut-être que mes sentiments ont évolué vers quelque chose de réel, mais les fondations étaient bâties sur le mensonge. Claire, non. Julien, écoute-moi. J'aime Élise plus que ma propre vie. Je t'aime plus que tout ce que j'ai jamais construit ou accompli. Et parce que je vous aime tellement toutes les deux, je dois te laisser partir. » Julien serra ses mains plus fort. « Ce n'est pas à toi seul de prendre cette décision. On est une famille. Les familles prennent les décisions ensemble. » Même quand un membre de la famille menace le bonheur de tous les autres, Julien resta silencieux pendant un long moment, et Claire pouvait voir qu'il était en proie aux mêmes doutes et aux mêmes peurs qui la consumaient. « Peut-être, dit-il enfin, que la question n'est pas de savoir si tu as enquêté sur nous ou pourquoi tu es entré dans nos vies. Peut-être que la question est ce que tu as apporté à notre famille, et si la vie d'Élise est meilleure avec toi. » Claire regarda autour d'elle dans l'atelier, la petite table où Élise faisait ses devoirs, pendant que Julien travaillait sur les dessins qu'elle avait faits de leur famille et collés au mur. Sur la tasse à café que Claire avait offerte à Julien, on pouvait lire « Meilleur papa et partenaire commercial du monde ». Chaque recoin de la pièce racontait l'histoire d'une famille qui s'était construite naturellement, passant de la déception à un amour sincère. Mais est-ce que cela suffirait à convaincre un juge que leur début peu conventionnel ne devait pas condamner leur avenir? Demain, Henderson porterait son coup final, et Claire savait que ce serait dévastateur. Sa seule question était maintenant de savoir si elle devait se battre pour la famille qu'elle avait trouvée ou se sacrifier pour la sauver. Le matin de Noël s'est levé gris et sombre, à l'image de l'ambiance qui régnait chez les Morin. Claire avait passé la nuit à rédiger des documents juridiques pour se retirer de la procédure de garde, mais elle ne les avait pas encore déposés. L'excitation d'Élise à l'idée des cadeaux sous le sapin a apporté un bref répit dans la bataille judiciaire qui s'annonçait, mais les sourires forcés des adultes ne pouvaient tout à fait cacher leur appréhension. « Regarde, maman Claire !» s'exclama Élise en brandissant la tablette que Julien lui avait donnée. « Maintenant, je peux t'aider encore mieux dans ton travail. » Claire parvint à esquisser un sourire sincère, tandis qu'Élise lui montrait les applications éducatives qu'ils avaient téléchargées. Cet enfant remarquable n'avait aucune idée que ce pourrait être leur dernier matin de Noël ensemble. La sonnette retentit à 10 heures pile, interrompant leur échange de cadeaux. Claire ouvrit la porte et trouva Sarah debout sous le porche. Mais quelque chose avait changé. L'assurance agressive des dernières semaines avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la vulnérabilité. « Sarah, dit Claire avec précaution, nous ne t'attendions pas. Je sais. Je peux entrer? J'ai besoin de vous parler à tous. » Julien est apparu à côté de Claire, Élise jetant un coup d'œil derrière ses jambes avec curiosité plutôt que de peur. « Maman Sarah, tu veux voir ma présence ?» a demandé Élise avec la nature indulgente de l'enfance. Le sang-froid de Sarah s'est légèrement effrité devant l'accueil de sa fille. « J'adorerais, ma chérie. » Pendant les minutes qui suivirent, ils restèrent tous assis dans le salon, tandis qu'Élise montrait avec enthousiasme ses cadeaux. Des livres de Claire, un vélo de Julien, du matériel de dessin de ses grands-parents. Sarah observait sa fille avec une expression que Claire reconnaissait bien, celle d'un parent qui voit son enfant sous un nouveau jour. « Élise, dit Sarah doucement, ça te dérangerait que je parle à papa et à Claire seule pendant quelques minutes ?» Élise acquiesça et partit en sautillant pour essayer ses nouveaux crayons, laissant les 3 adultes dans un silence tendu. Sarah prit une inspiration tremblante.
Je suis venu te dire que j'abandonne la procédure pour la garde. » Claire et Julien échangèrent des regards choqués. Hier, après le témoignage d'Élise, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel et j'ai vraiment regardé les photos que l'équipe de Henderson avait rassemblées. Des photos d'Élise en train de rire, de jouer dans votre jardin, d'aider Julien dans son atelier, blotti contre toi, Claire, en train de lire. La voix de Sarah s'est faiblie. Sur chaque photo, ma fille avait l'air vraiment heureuse. Plus encore, elle avait l'air en sécurité, aimée, chez elle. Claire sentait son cœur battre à tout rompre, effrayée de croire ce qu'elle entendait. « Quand je suis partie il y a 3 ans, a poursuivi Sarah, je me suis dit qu'Élise serait mieux avec Julien parce qu'il pourrait lui offrir une vie stable pendant que je construisais ma carrière. Mais je n'ai jamais vraiment lâché prise. Je continuais à penser qu'une fois que j'aurais réussi, je pourrais revenir et lui offrir une vie parfaite. » Julien se pencha en avant. « Sarah, laisse-moi finir s'il te plaît, parce que c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à dire. » Les larmes de Sarah coulaient maintenant à flot. En regardant Élise dans cette salle d'audience, en l'entendant parler de ses multiples mamans et demander pourquoi les adultes compliquent autant l'amour, je réalise qu'elle mène déjà une vie parfaite. Pas parce qu'elle est conventionnelle ou qu'elle correspond à une définition légale de la famille, mais parce qu'elle est entourée de personnes qui font passer ses besoins avant tout. Claire avait du mal à trouver sa voix. « Qu'est-ce que tu dis ? » « Je dis que ma fille a gagné une mère qui lui lit des histoires avant de se coucher avec des voix rigolotes, l'aide à faire ses devoirs et aime son père d'une manière qui rend Élise plus en sécurité, pas moins. Je dis que dans ma quête pour être la meilleure mère sur le papier, j'ai failli détruire ce qui est réellement le mieux pour mon enfant. » Sarah se tourna directement vers Claire. « Je sais pour tes parents. Je sais que tu comprends ce que c'est que de perdre soudainement et complètement sa famille. Mais au lieu de laisser cette perte te rendre amère ou renfermée, tu t'en es servi pour réaliser à quel point la famille est précieuse. Élise ne pourrait pas rêver d'une meilleure mère. Mais les enquêtes, murmura Claire. La manipulation, la tromperie. Tu veux dire les actions désespérées d'une femme qui tombait amoureuse d'une famille mais qui ne savait pas comment croire qu'il pouvait l'aimer en retour ? Sarah sourit tristement. Claire, j'ai aussi engagé des détectives privés pour monter mon dossier de garde. La différence, c'est que tu as enquêté sur Julien et Élise parce que tu voulais les protéger. J'ai enquêté sur toi parce que je voulais te détruire. » Julien tendit la main vers Claire. « Sarah, tu es sûre de toi ? Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose. Élise a besoin de stabilité, d'amour et de parents qui la placent au premier plan. Elle a tout cela avec toi aussi. Ce dont elle n'a pas besoin, c'est d'être déchirée par une bataille pour sa garde ou d'être obligée de choisir entre les adultes qui l'aiment. » Sarah se leva et rappela Élise dans la pièce. « Ma chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Élise s'installa à côté de Sarah sur le canapé, le visage sérieux. « J'ai beaucoup réfléchi aux familles et à leur fonctionnement, » commença Sarah. « Et j'ai décidé que tu avais la famille la plus parfaite qui soit ici, avec papa et maman Claire. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. « Tu veux dire que je peux rester ? Tu peux rester ? Mais plus que ça, tu vas avoir tout notre amour. Je viendrai te voir plus souvent et tu pourras peut-être venir me rendre visite en Californie de temps en temps. Mais c'est ici ta maison et ce sont tes parents au quotidien. » Élise se jeta dans les bras de Sarah. « Merci maman. Sarah, merci de comprendre. » Par-dessus la tête d'Élise, Sarah croisa le regard de Claire. « J'ai juste une demande cependant. » Claire se raidit, attendant le piège. « Je veux être invitée au mariage, parce que si tu vas être la mère de ma fille, j'aimerais être là quand tu officialiseras votre union. » Julien rit, le premier rire sincère que Claire lui ait entendu depuis des semaines. « Sarah, on n'a même pas papa, » l'interrompit Élise en sautillant avec enthousiasme. « Tu dois épouser maman Claire. Elle doit encore tenir sa promesse de quand tu as réparé sa voiture. » Claire regarda Élise avec étonnement. « Tu t'en souviens ? » « Je me souviens de tout ce qui est important, » déclara Élise. « Et les promesses sont la chose la plus importante qui soit. » Julien se leva et s'approcha de Claire, lui prenant les mains dans les siennes, calleuse. « Claire Dubois, tu as tenu toutes les promesses que tu nous as faites depuis le premier jour. Tu as promis de nous aimer, de te battre pour notre famille, de ne jamais nous abandonner. Veux-tu me faire une autre promesse ?» Le cœur de Claire battait si fort qu'elle pouvait à peine parler. « Tout ce que tu veux. » Julien s'agenouilla là, dans le salon, sous le regard ému de Sarah et les sauts de joie d'Élise. « Promets-moi que tu m'épouseras. Pas à cause d'un accord désespéré conclu à cause d'une voiture en panne, mais parce que nous avons construit quelque chose de vrai, de beau, et qui vaut la peine d'être défendu. Promets-moi que tu seras la mère d'Élise et ma femme, officiellement et pour toujours. » Claire regarda autour d'elle le visage plein d'espoir de Julien, la joie anticipée d'Élise, la bénédiction sincère de Sarah, et réalisa que toutes les manipulations, toutes les tromperies, toutes les erreurs désespérées avaient conduit à ce moment de vérité parfaite. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui, je promets de t'épouser, Julien Morin. Je promets d'être la meilleure mère possible pour Élise
et je promets de tenir toutes les promesses que je fais à cette famille pour le reste de ma vie. » Alors que Julien glissait la bague de sa grand-mère au doigt de Claire, une bague qu'il portait dans sa poche depuis des semaines. « En attendant le bon moment !» s'écria Élise, et Sarah applaudit. « Maintenant, on est vraiment une famille !» déclara Élise en jetant ses bras autour de ses deux parents. « Pour toujours et à jamais !» Claire regarda cet enfant qui l'avait sauvé d'une vie solitaire et vide et réalisa que parfois, les promesses les plus importantes ne sont pas celles que l'on fait. Ce sont celles que te font les gens qui voient clairement dans ton cœur et choisissent de t'aimer malgré tout. Dehors, le matin gris de décembre avait laissé place à un soleil radieux qui inondait les fenêtres d'une maison qui était enfin devenue un véritable foyer. Dans cette histoire, penses-tu que Claire a pris la bonne décision? On attend tes commentaires avec impatience et n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres histoires similaires.